Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le printemps 1598. Le lieu, le royaume de France. 3 textes successifs marquent formellement la fin des guerres de religion, en Bretagne et dans le reste du royaume. L'édit d'Angers, l'édit de Nantes et la paix de Vervins. Le plus connu est sans doute l'édit de Nantes, promulgué par le roi Henri IV en avril. À Nantes, il règle plein d'affaires diplomatiques avec les protestants, etc. Et donc c'est pour ça que l'édit de Nantes est signé là-bas. D'une certaine manière, c'est un hasard historique et géographique. L'édit de Nantes, notamment par exemple, il met en place une politique d'amnésie et d'amnistie officielle. C'est la même chose pour l'édit d'Angers. Alexandre Lepesteur est docteur en histoire de l'université Rennes 2. Il est spécialiste du XVIe siècle et a soutenu une thèse intitulée « Entrée en paix, la sortie des guerres de religion en Bretagne, 1598, année 1610 ». C'est justement ça qui m'intéressait. Comprendre concrètement, quand on fait la paix, quand on signe le texte officiel, comment concrètement, dans le cadre d'une guerre civile, pas forcément on se réconcilie, mais on réapprend à vivre ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble sans être totalement réconcilié. Simplement en reconstruisant cette espèce d'ordre social qui a été brisé. Comment on fait ? Dans cet épisode, vous allez nous raconter comment les élites bretonnes se sont réconciliées après ce printemps 1598. Mais tout d'abord, il faut tenter d'expliquer le contexte qui est très compliqué. Pendant les 30 premières années des guerres de religion, qui commencent en 1562, la Bretagne semble être épargnée. Si on regarde les cartes, par exemple, des guerres de religion, les opérations militaires ont lieu ailleurs. En particulier parce que les chefs militaires, ce ne sont pas des chefs militaires bretons. Une autre explication tient au rôle des gouverneurs bretons, de Bretagne plutôt. Ils s'assurent d'une certaine cohabitation entre les catholiques et protestants. Ils mènent une politique de neutralité, de concorde, voulue par le pouvoir central, et ça fonctionne plutôt bien, et ça explique que ça s'embrasse pas. L'autre facteur explicatif, c'est la faiblesse du protestantisme, mais c'est pas totalement suffisant, puisqu'il y a quand même des tensions, et que c'est pas parce que le protestantisme est minoritaire que les Bretons considèrent que ce n'est pas un danger ou un problème. Si on change de focale, la Bretagne ne vit pas en vase clos. Les Bretons ont l'expérience du conflit et ils sont pas isolés, ils savent ce qui se passe et certains en ont même une expérience assez claire. Tout cela change en 1589 quand le gouverneur d'alors, le duc de Mercœur, prend fait et cause pour les catholiques zélés, les ligueurs, qui s'opposent aux catholiques qui restent eux fidèles au nouveau roi Henri IV, on va les appeler les royalistes. C'est ce que l'on appelle les guerres de la Ligue. Cette période a beaucoup fait écrire les historiens bretons du XIXe siècle. Ils la voyaient comme l'opportunité pour une rébellion bretonne contre la monarchie française. Les historiens aujourd'hui décrivent la période bien différemment. Aujourd'hui, on ne voit pas les guerres de la Ligue comme un conflit uniquement régional, motivé par la rébellion du gouverneur, et qui se serait appuyé sur les aspirations des Bretons à retrouver leur indépendance. On pourrait insister sur 4 points essentiels ici. D'abord que la Bretagne elle est au cœur d'enjeux internationaux, et ça depuis les débuts du XVIe siècle. Les Anglais, les Espagnols regardent du côté de la Bretagne parce que c'est un point d'appui, notamment pour les Espagnols, pour aller vers les îles britanniques, pour aller vers la Flandre. On ne peut pas donc séparer la Bretagne de logique internationale, on ne peut pas séparer la Bretagne des logiques nationales. C'est absurde de considérer que les ligueurs bretons seraient des ligueurs d'un genre spécifique aux autres ligueurs du royaume. Il y a des enjeux qui se recoupent, évidemment, même s'il y a des enjeux locaux, mais il y a les mêmes complexités à faire dans l'analyse. On pense beaucoup moins que les ligueurs étaient hyper majoritaires. On nuance un peu. Le parti royaliste n'est pas si mal parti que ça en 1589. Et ça, il faut aussi nuancer parce qu'il y a cette idée à la fin du 19e siècle que la Bretagne est quasiment unanimement ligueuse, ce qui n'est pas le cas. Ce que font les historiens aujourd'hui, c'est laisser la place au calcul personnel des acteurs, essayer de mettre en évidence la complexité des situations, des villes. Et ça ne peut se faire que si on envisage les différents acteurs et les différentes échelles d'analyse en Bretagne. Alors on va pas dérouler la décennie de conflits, mais pour avoir une idée des événements, comment se déroule concrètement cette guerre en Bretagne ? En gros, les guerres de la Ligue, c'est des coups de force, des saisies de places fortes. Il y a pas mal de divisions justement, de rivalités entre villes, de divisions d'institutions, de transferts d'institutions. Ça complique aussi les choses pour les Bretons et les Bretonnes. Le conflit s'internationalise très rapidement.
Le duc de Mercœur demande dès août 1589 à ce que les Espagnols lui apportent financement et soutien militaire, renfort. Ils arrivent dès octobre 1590, donc relativement tôt. Et pour les Anglais, ils débarquent à Paimpol en 1591. Deux éléments qu'il faudrait rajouter, c'est qu'il y a eu pas mal de moments de trêve dès 1593. Et ça, c'est par exemple très important pour mon sujet, parce qu'il y a quand même eu des moments où la guerre était officiellement arrêtée. Pas définitivement, mais sur des temps. Et deuxième élément, c'est que les opérations militaires, finalement, après 1595, il n'y en a plus vraiment d'envergure. Ça explique aussi, par exemple, qu'on va passer majoritairement à des troupes qui vont opérer de véritables razzias sur la population. Plus qu'habituellement, c'est un peu logique que les troupes vivent sur le pays, mais là, de manière un peu plus brutale, parce qu'elles n'ont plus rien d'autre à faire. Donc c'est un élément important des guerres de la Ligue, parce que ces razzias vont peser sur la population. Elles vont s'en souvenir. Les auteurs de l'époque, comme le chanoine Jean Moreau, rapportent par exemple de nombreuses attaques de loups, révélatrices à leurs yeux de la situation critique de la province. Telles ruses de ces bêtes sont à peu près semblables à celles de la guerre, et mirent dans l'esprit du simple l'opinion que ce n'étaient pas les loups naturels, mais que c'étaient des soldats déjà morts qui étaient ressuscités en forme de loups, pour, par la permission de Dieu, affliger les vivants et les morts. Vous l'évoquiez, si la fin de la guerre se formalise au printemps 1598, l'entrée en paix dure en réalité depuis quelques années. Oui, c'est une entrée en paix qui se joue déjà depuis longtemps. Dans ma thèse, j'ai parlé d'horizon d'attente. J'ai repris en fait une expression de Nicolas Beaupré dans un article qu'il avait fait sur l'expérience du temps de guerre. Enfin, l'expérience du temps en temps de guerre pour la Première Guerre mondiale notamment. On peut penser ça pour les Bretons du XVIe siècle. Il y a une forme d'horizon d'attente de la paix dans les esprits. La paix, elle est souhaitée puis s'établit dans les esprits et dans les faits de manière progressive. Pour moi, c'est d'autant plus logique que les guerres de la Ligue sont entrecoupées de temps de trêve qui parfois peuvent être longues. Et donc, on sait que y a eu des moments où dans certains lieux, ils ont cru que la paix c'était bon, c'était fait. Alors que non, pas du tout. Les politistes aussi ont pas mal étudié ces différentes phases pour montrer que c'était progressif l'entrée en paix. En somme, en fait, on pourrait dire qu'il y a eu des décrochages successifs entre 1594 et 1598. Moi, j'ai parlé de sorties fragmentaires. Mais 1594, c'était une bonne date parce qu'il y a des réductions de villes. Morlaix, Saint-Malo. Il y a des choses quand même qui bougent. Il faut aussi noter que Henri IV et Mercœur commencent à négocier. Dès mars 1594, c'est tôt. Ça veut dire que pendant 4 ans, ça traîne. Vous notez d'ailleurs que même si ce n'est pas formalisé, le conflit est en grande partie terminé dans le reste du royaume de France bien avant 1598. Cela traîne en Bretagne pour aboutir donc à ce printemps 1598. Finalement, oui, la formalisation de la paix, c'est le 21 mars 1598, donc à Angers. Et pourquoi à ce moment-là ? Parce que le roi a décidé qu'il allait venir en Bretagne. Déjà, au début de l'année 1598, il y a eu des reprises de villes. Dinan est tombée, a été reprise par les royalistes. C'était la deuxième grande ville ligueuse. De fait, il y a des choses qui bougent, et le fait que le roi arrive fait bouger les choses. Les négociations s'intensifient. L'île d'Angers reconnaît que le duc de Mercœur est revenu à l'obéissance, a reconnu son roi comme légitime, et qu'il obtient divers avantages, que ceux qui l'ont suivi sont pardonnés. Ces avantages sont précisés dans les articles secrets de l'édit. Sa Majesté veut et entend que le duc de Mercœur remette le gouvernement de Bretagne entre ses mains, en faveur du mariage de César Monsieur, fils naturel de Sa Majesté, avec Mademoiselle de Mercœur. En récompense, le roi lui accorde 235 000 écus à prendre sur les droits des vins. Le duc remettra immédiatement la ville et le château de Nantes, et toutes les places fortes qu'il occupe. Il recevra 50 000 écus pour les distribuer en indemnité aux gouverneurs et capitaines des places de son parti. L'édit d'Angers là met en œuvre une politique d'amnistie et d'amnésie. Voilà, assez classique. Ça permet en fait d'établir la paix en Bretagne. C'est une sorte d'édit de pacification comme il y en a eu à l'échelle du royaume d'une certaine manière. Avec cette petite caractéristique que c'est un édit de réduction applicable au duc de Mercœur, mais qui concerne dans nombreux articles toute la province, puisqu'il négocie au nom, en tant que gouverneur finalement. Et il y a eu plein comme ça de petits édits de réduction à l'obéissance, de villes, de chefs militaires, etc. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et donc, avec cet édit-là, le roi donc règle le problème des guerres de religion en Bretagne, puis ensuite il continue sa route jusqu'à Nantes. Nantes, pourquoi ? Parce que c'est la dernière ville qui, le 21 mars, n'est toujours pas revenue dans le giron royal. Il faudra attendre le 4-5 avril 1598 pour qu'elle se rende à Albert de Gondi, envoyé du roi. Et puis après, en fait, le roi rentre dans sa ville.
Ils refusent toute entrée officielle, cérémonie, etc. Ce qui est un peu d'une certaine manière une punition pour les Nantais, en tout cas ils le vivent comme ça. Le roi Henri IV promulgue alors le fameux édit de Nantes, comme vous nous le disiez en introduction, qui règle les guerres de religion au niveau de son royaume. Pour la Bretagne, on l'a compris, c'est surtout l'édit d'Angers qui est important. En remontant à l'échelle internationale, la paix de Vervins est signée le 2 mai, elle met un terme à la guerre entre la France et l'Espagne, et elle a des répercussions également dans la province. Disons que la paix de Vervins a des conséquences directes et militaires à l'échelle de la province bretonne. Quand on regarde dans les écrits du fort privé, on voit bien que dans la tête de certains auteurs bretons, il y a certains événements qui sont symboliques pour se sentir en paix. Le fait que le gouverneur Mercœur ait négocié sa réduction à l'obéissance, et le fait que la paix de Vervins est signée, c'est-à-dire qu'on a terminé le conflit avec les Espagnols et que leur présence est réglée. Les Bretons ont conscience, certains en tout cas, de ce contexte international, que le conflit n'est pas qu'un conflit entre Bretons, que pour que la guerre se termine, il faut que Mercœur négocie avec son roi, que pour la guerre se termine, il faut que le roi négocie avec les Espagnols. Ils sont présents à Blavet, à Port-Louis. C'est comme une enclave d'Espagnols dont il faut régler la question. Extrait de la paix de Vervins. Quant à Blavet, la restitution en sera aussi faite de manière effective et de bonne foi, sans aucune longueur ni difficulté, sous quelque prétexte que ce soit, et ce dans les 3 mois. Le roi d'Espagne pourra faire démolir les fortifications construites par lui ou par les siens audit Blavet, et dans les autres lieux détenus par lui en Bretagne, le cas échéant. En réalité, il ne commence qu'à partir qu'en juillet 1598, et ça se termine qu'en septembre. Mais voilà, c'est un enjeu. La présence espagnole reste un enjeu. Et oui, assez étonnamment, la paix de Vervins constitue une date plus importante que l'édit de Nantes. D'un point de vue formel, nos 3 dates du printemps scellent donc les conflits provinciaux, nationaux et internationaux. Mais vous nous l'avez dit, l'entrée en paix dure déjà depuis longtemps. Est-ce que ce printemps 1598 est ressenti comme une vraie rupture par les habitants de la province de l'époque ? On ne sait pas si la sortie de guerre est vraiment vécue comme un événement particulier. Alors moi, je pense d'ailleurs que c'est pas vécu comme un événement. Je pense que c'est vécu comme une césure ou une transition ou quelque chose de progressif. C'est difficile à partir des archives étudiées. Est-ce que par tout le monde, de la même façon, on a conscience au printemps 1598 de vivre une sortie de guerre ? J'en suis pas persuadé du tout. Aussi parce qu'il faut là élargir encore plus le contexte. On est dans un contexte de crise à l'échelle européenne, mais pas une crise politico-religieuse. Là. Il y a des épidémies, des famines, il y a des loups là en Bretagne liés au conflit. Donc il faut nuancer. C'est intéressant de se poser la question de à partir de quand l'aspect formel, le texte formel, est reçu par la population, et si cette population elle a conscience de cette sortie de guerre. Mais comme on est au XVIe siècle, j'ai pas vraiment d'écrit pour suivre le ressenti des populations pour cette sortie de guerre. Malgré tout, ça reste, je pense, un événement important, ce printemps 1598. Il se passe quelque chose. Les édits de Nantes et d'Angers organisent l'oubli. L'article 1 de l'édit de Nantes, passé à la postérité, est très clair à ce sujet. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de choses non advenues, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cour ou juridiction que ce soit. Comment cela se traduit-il pour les anciens adversaires ? Alors pour l'édit d'Angers, c'est l'article 5 qui éteint et abolit la mémoire des actions réalisées pendant la guerre de la Ligue. Donc ça veut dire que royalistes comme ligueurs voient leurs actions commises être oubliées. C'est très courant pour négocier la paix, réconcilier les individus à l'époque. C'est des choses qui ont lieu aussi dans les Pays-Bas espagnols. Donc l'article 5 impose cet oubli et l'article 6 précise les limites de cette amnistie. La première limite plus intéressante, c'est pour nous. Tout ce qui est crime, délit commis entre membres de même parti ne peut pas rentrer dans cette catégorisation juridique d'oubli. Vous avez principalement travaillé sur les archives judiciaires et notamment le Parlement de Bretagne dont Antoine Rivaud raconte la création dans une autre page de notre almanach. Comment avez-vous observé cette organisation de l'oubli ? Un des moyens de mettre en place l'oubli, c'est la restauration du maillage institutionnel. Donc moi j'ai parlé d'un retour au statu quo ante. Là c'est vraiment très strict. Par exemple, le Parlement revient à Rennes.
Mais Rennes perd une chambre des comptes royaliste qu'elle avait. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que Rennes soit récompensée de sa fidélité, etc. Non, pas du tout. Nantes retrouve sa chambre des comptes sans aucune difficulté. Donc il y a vraiment ce retour là des institutions. On veut que les institutions retrouvent leur place géographique, l'endroit où elles étaient, etc. Tout ça s'accompagne forcément d'un retour des officiers ligueurs. Les magistrats rennais acceptent le retour des officiers ligueurs, sans aucune difficulté vraisemblablement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien s'entendre, Ils se sont mutuellement condamnés à mort. À mon avis, l'ambiance doit être un peu froide, mais... un peu froide, c'est gentiment dit. Mais, par exemple, la fusion entre les deux groupes se réalise sur un temps très court, entre avril et mai 1598. Voilà, et puis l'institution, elle donne l'impression d'avoir été particulièrement résiliente pendant le conflit, de presque pas avoir bougé, si on regarde les membres, à part les décès, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que l'oubli est bien mis en œuvre. Et ensuite, concrètement, dans l'application de l'édit, comment ça se passe ? Ce qui est intéressant avec les archives que j'ai étudiées, notamment les arrêts sur requête du Parlement, les décisions judiciaires, c'est qu'on voit que parfois, les plaignants jouent justement sur la limite qu'il puisse exister à l'oubli pour faire apparaître l'adversaire en justice, soit comme un royaliste, soit comme un ligueur. Tout l'enjeu, c'est qu'il faut montrer que l'autre appartient au même parti que soi au moment des faits commis. Il faut montrer qu'il y a eu violence alors qu'on appartenait au même camp. Parfois, ça peut être très utile de se montrer comme avoir été ligueur. Et ça m'a un peu surpris aussi, parce que du coup, je me suis dit, ils ont perdu quand même, c'est une défaite. Les ligueurs, c'est un peu les perdants de l'histoire, ici et là. Et certains me disent, non, mais j'étais ligueur à cette époque, parce que ça a un poids judiciaire. Et le Parlement, les magistrats, leur rôle, c'est de démêler tout ça, de distinguer ce que faisaient les individus à ce moment-là, de qualifier les faits, de comprendre de quel camp ils étaient, etc. Et c'est parfois très complexe. Et c'est comme ça, en fait, que l'oubli s'établit. C'est-à-dire que l'oubli n'est pas juste imposé par le roi. De toute façon, ça ne marcherait pas. Vu comme ça ne marcherait pas. On ne peut pas dire, vous oubliez, l'affaire est réglée, maintenant vous êtes, comme dit le texte, de bons amis, concitoyens, etc. À vous lire et à vous écouter, j'ai l'impression que les ligueurs n'ont pas tant perdu la guerre que ça, en Bretagne ? Alors la question c'est, est-ce que c'est victoire ligueuse ou victoire catholique ? Moi j'aurais eu tendance à penser que d'une certaine manière, en Bretagne, les ligueurs ont un peu gagné. Ça pourrait être sujet à débat, parce que tout de même pas totalement, mais c'est une victoire catholique. Mais aussi parce que ligueurs et royalistes, ils sont d'accord sur une chose, c'est que le protestantisme n'a pas sa place en Bretagne. C'est un peu résumé, caricatural ce que je dis, mais par exemple, les magistrats royalistes dès 1590 de Rennes disent que les Bretons ne doivent pas suivre une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. En Bretagne, on a plein d'exemples pour prouver ça. Les édits de réduction des villes, par exemple, le premier article pour Quimper, pour Saint-Malo, c'est de préciser qu'il ne doit se pratiquer aucune religion autre que la catholique dans la ville, ou pour Saint-Malo, c'est dans la ville, c'est faubourg, 3 lieues autour. C'est le premier article. La première chose qu'ils négocient quand ils font la paix, c'est la religion catholique. C'est elle qui demeure la religion majoritaire, voire la seule. Ça ne pose aucun problème aux royalistes parce qu'ils sont d'accord sur ce point en tout cas. J'ai parlé aussi dans ma thèse que par exemple, les États de Bretagne demandent officiellement en mai 1598 que les successeurs des deux grandes familles protestantes, donc Laval et Rohan, soient éduqués dans le giron catholique. Et l'issue des guerres de religion, en Bretagne comme ailleurs, signe une reprise en main par le pouvoir monarchique, et donc en Bretagne, un renforcement de l'intégration de l'ancien duché. Il y a une forme de restauration de l'autorité monarchique qui est normale puisque c'est un nouveau roi, une nouvelle dynastie, et donc Henri IV doit reconstruire de nouvelles fidélités. Il le fait, ce qui est assez intéressant, avec des royalistes et avec des anciens ligueurs. Ce qui est intéressant, justement, c'est pas ce qui a été fait pendant le conflit, mais à partir de quand vous avez été utile au roi, et souvent ça permet d'être valorisé, d'obtenir des récompenses. Les ligueurs ont obtenu des récompenses, mais les royalistes, certains sont anoblis, et ça permet de recréer des liens. Par ailleurs, Henri IV ne remet pas du tout en cause les institutions bretonnes. Le seul élément un peu particulier, c'est qu'il impose son fils naturel comme gouverneur. Finalement, en fait, la sortie de crise et la crise en tant que telle ont été l'occasion d'une restauration des liens entre le pouvoir central, on va dire ça comme ça, et la province. Et je pense
que les élites provinciales, dans le cadre de la sortie de guerre, ont trouvé un terrain d'entente avec la monarchie pour rétablir l'ordre et la paix dans la province. Et ils ont été un atout dans cette sortie de guerre qui s'est plutôt bien effectuée. D'autant que, en 1610, alors que le roi est assassiné, la province ne se révolte pas. En 1614, alors que le gouverneur César de Vendôme, justement, lui se révolte, la province ne suit pas cette fois. Tout ça, ça montre que les institutions tiennent, que les élites ont tout intérêt justement à ce que ça tienne, parce que peut-être là, ils ont des intérêts en lien avec le pouvoir central, etc. Donc, justement, oui, moi je pense que, étonnamment, la crise et la sortie de crise ont permis un renforcement de l'intégration de l'ancien duché et donc de la province bretonne au royaume de France, parce que ont été refondés avec leur nouveau roi, avec une nouvelle dynastie, ce qui avait été fondé en 1532, c'est-à-dire la défense des privilèges de la Bretagne. Et donc, il y a une sorte de compromis qui s'est établi. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.